La troisième partie de ce 7e cours de la 2e année. On continue, donc on se demande maintenant, plus précisément, qu'en est-il dans la pratique? On a posé les bases théoriques. Comment reconnaître la bonne autorité? En principe, c'est l'autorité légale, c'est-à-dire celle qui a été instituée selon les constitutions du pays où l'on habite. Que faire si cette autorité n'est pas la meilleure, ou du moins si elle n'est pas celle que l'on souhaiterait? Ou bien que faire en cas de bouleversement, comme en cas de révolution, où un autre parti prend le pouvoir par la force? En tout problème, il faut partir de la fin, la cause des causes, et donc en morale, il faut partir de la fin poursuivie. Dans le cas qui nous occupe, on le sait, c'est le bien commun. Et donc, la réponse est toute simple, nous devrons obéissance à l'autorité, qui assure un minimum de bien commun. Il faut insister sur ce minimum, car on pourrait prendre prétexte de ce qu'un gouvernement n'assure pas la totalité du bien commun pour refuser de lui obéir, et souhaiter un pouvoir utopique qui n'arrivera peut-être jamais, comme certains attendent encore un roi de France envoyé du ciel qui va nous sauver. Bon, c'est pas impossible, mais il faut regarder les choses en face et dans le réalisme. Si ça arrive, ça sera très bien, mais en attendant, il faut faire avec ce qu'on a. Et si ce qu'on a assure un minimum de ce qu'il faut, on doit lui obéir au moins en ce minimum qu'il assure. Un pouvoir réel qui assure un minimum de son devoir vaut mieux que tous les pouvoirs extraordinaires hypothétiques. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, dit un proverbe. Peut-être bien latin d'ailleurs. Ce qui ne dispense pas de chercher à améliorer la situation et à faire passer une autorité si on en trouve qui pourrait réaliser effectivement cet idéal. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus le négliger, mais en attendant de la faire passer, il faut faire avec ce qu'on a. Dans les systèmes, il y a aussi un autre proverbe qui dit « Tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras ». On a les exemples, avec le soi-disant printemps arabe, ça n'a rien donné, ça a mis la pagaille partout. D'autres exemples, vous pourrez trouver par vous-même. Dans les systèmes politiques, le communisme aussi, on a fait la révolution par rapport à des tsars qui étaient scandaleux, et le communisme a amené entre 80 et 100 millions de morts, et c'est un bilan provisoire, disent les historiens. Alors, révolution, oui, mais enfin, je ris, c'est pas drôle. Révolution, mais pour porter quoi? Des milliers de morts, des millions de morts, par exemple. En pensant que tout ce qui est bourgeois, tout ce qui est supérieur dans la société est à détruire. Non, tout le monde doit pouvoir être intégré dans la société. Il ne s'agit pas de tuer tous ceux qui, comme dirait quelqu'un, si on tuait tous les imbéciles, il n'y aurait plus grand monde sur la Terre. Bon. Dans le système politique des pays civilisés que sont les nôtres, il y a des échéances électorales où tout citoyen peut agir pour que parvienne au pouvoir une autorité digne de ce nom. Mais on comprend que si cette phrase est très importante, elle n'est cependant pas la seule. Cette phase, elle n'est cependant pas la seule, et si elle est importante, elle n'est pas cependant pas la seule, car il est bien de souhaiter des personnes qui puissent adéquatement remplir cette charge, mais s'il n'y en a pas, on aura beau le souhaiter de toutes ses forces, ce n'est pas ce qui va en former. Bon, je ne sais pas si on en parle là, mais on peut le signaler déjà maintenant. Il y a une mode en ce moment mondiale qui pense que le changement, à chaque fois qu'on
on induit un changement, ça va être mieux après. C'est faux, ça. Ça, je pense que c'est une conséquence de cette utopie de l'évolutionnisme qui fait croire que le monde va en progressant, en avançant, hein, quelles que soient les idéologies sous-jacentes. Un changement n'est pas automatiquement signe d'amélioration, et ça peut être signe d'empirement, si on peut dire, hein, de détérioration. Donc oui, si on peut souhaiter quelque chose de mieux, mais s'il n'existe pas, on aura beau le souhaiter de toutes ses forces, c'est pas ce qui va en former. Il est donc de la plus grande urgence de penser à la formation des autorités futures, des élites dont on a parlé dans les cours précédents, et cela commence à l'éducation. Hein? C'est comme il faut planter des arbres en prévision des dizaines d'années futures, hein? Parce que ça prend du temps, et là c'est pareil, il faut commencer à planter les élites aujourd'hui pour les avoir demain. Et tant pis si nous on n'a pas, si nos générations précédentes n'ont pas pensé à nous en fournir. On comprend ainsi l'aberration de notre époque où les parents abandonnent ce rôle primordial de l'éducation pour se réaliser eux-mêmes, comme ils disent, car cela tue la civilisation à longue échéance. Hein. Vous savez, on se marie plus, on se met avec quelqu'un, on fait des enfants, et puis si ça va pas, bon, on quitte, et puis on essaye avec un autre, et puis on fait d'autres enfants ailleurs, et puis... Bon, et l'éducation, dans tout ça, les enfants, ils sont déchirés, hein. Pas croire que c'est... On le sait d'ailleurs, on sait que ça ne marche pas bien du tout, mais on se dit que on va s'habituer à la longue, il n'y a qu'à insister, et puis avec toujours cet arrière-fond idéologie évolutionniste qui a forcé la main pour que ça finisse par passer. Ben non, il n'y a pas d'évolution, il y a une création, on l'a vu, hein, créée par Dieu. On a donné assez d'arguments contre cette évolution utopique, cette fable, comme elle est présentée aujourd'hui, de gens qui réfléchissent pas, hein, parce que quand on réfléchit 5 minutes. Hein. Et donc, toute cette destruction de la société au niveau fondamental de la famille, et qui c'est qui trinque, c'est les enfants. Hein, les parents boivent et les enfants trinquent. Et c'est l'éducation qui en prend un sérieux coup. Et c'est pas l'école qui va le faire. Hein. L'école, elle instruit, elle forme, on en parlera, on a un cours sur l'éducation, mais pardon. C'est pas elle qui va remplacer le rôle des parents fondamental, rôle d'amour et d'éducation, de faire sortir, bon, on en parlera, hein, de réaliser l'enfant comme il est appelé à se réaliser, déjà en lui inculquant des valeurs, mais aussi en le laissant choisir lui-même la voie qu'il veut parmi ces valeurs. Le meilleur choix de l'autorité commence à l'éducation, c'est-à-dire à la formation de l'intelligence, de la volonté, et la formation aux vertus individuelles et sociales. Et il ne suffit pas de former des élites, mais aussi des électeurs, pour qu'ils fassent le bon choix. Car à quoi bon avoir des élites si on ne sait pas les reconnaître et si on les rejette, hein, vous voyez, on rêve toujours du gouvernant, du président idéal. Pardon. Mais mettons qu'on l'est, si on ne sait pas le reconnaître, il va être mis à la poubelle, excusez-moi l'expression, avec les autres, comme on a fait avec Fillon, François Fillon. Bon, la justice ne s'est pas encore jamais prononcée pour l'instant, hein, à propos de sa culpabilité. Il a été complètement démoli par les médias. Hein. Bon, je dis pas que c'est lui l'élite à choisir, mais bon, moi je dis qu'il avait quand même certaines qualités. Hein, d'où le rôle extrêmement important des chrétiens dans le monde, qui ferait mieux de mettre toute leur énergie à former la société dès maintenant qu'à critiquer de la façon stérile un monde dont ils sont les seuls responsables en définitive. Hein. Parce que nous sommes le sel de la terre, normalement, hein, d'après ce qu'a dit Jésus.
Mais le sel, c'est quoi? C'est ce qui donne la saveur au bon petit plat, et c'est ce qui va donner le caractère de société à la société, avec les meilleures valeurs. Jésus n'est pas venu pour rien. Jésus est fils de Dieu, on le verra, Dieu lui-même, et il nous a enseigné la meilleure voie, qui est lui-même en fin de compte. Et nous avons un grave devoir de recherche de la sagesse et de nous en imprégner complètement et de la manifester et la transmettre au monde. Nous aurons de graves comptes à rendre au ciel de l'état politique de ce monde. Voilà, je le cite là, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, c'est pas rien. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On pourrait aller sur les places publiques et dire, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui l'a dit, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est automatiquement, mais qu'on est appelé, on a ce pouvoir de par Jésus, de par les sacrements, de par tout ce qu'il nous donne, par notre prière, par sa grâce, par son action, le pouvoir d'être la lumière du monde, à la suite de Jésus. La référence de cette citation de Jésus, c'est Matthieu 5, 13, 14. Donc, pour ce qui est des élections, j'ouvre encore une autre parenthèse, mais qui est pas une parenthèse, en fait, il y a un point fondamental, il ne faut pas croire que le monde politique est un monde en dehors de la religion. Ça n'a pas de sens. Bon, il ne faut pas non plus mélanger, comme ça s'est fait avec les pharisiens, chez les juifs ou les musulmans, que toute la politique soit religieuse. Mais la politique doit être en relation, on l'a déjà dit, on le redira, doit être en relation avec la religion, parce que la politique, bon, on l'a vu, c'est ce qui va déterminer, bon là on ne parle pas de la politique pour l'instant, on parle plutôt de la société et de l'autorité, mais ce qui détermine la société, c'est la fin, et la fin ultime de l'homme, c'est la religion qui la donne. Ce ne sont pas les biens de la terre, puisqu'on a dit que c'était le bien infini. L'homme est fait pour le bien infini, ça on le connaît philosophiquement, il n'y a pas besoin de religion pour ça, on l'a vu. Et c'est la religion qui la donne, donc il faut qu'ils soient en étroite collaboration ensemble. Et puis il faut arrêter aussi de dire que, comme le disent ces braves politiciens francs-maçons, qui fait tout pour détruire l'Église, entre parenthèses, on n'a pas la vie principale, centrale, politique de la société, et puis à côté, les religions, bon, chacun pratique la religion dans son coin, mais qui la fasse chez lui à la maison ou dans son église, et puis qui nous fiche la paix. La politique, c'est pour les grandes personnes, et c'est nous qui nous occupons, et qui nous en occupons. Ben non, ça c'est complètement faux, parce que là, ils se basent avec des principes, des fins terrestres, finis, imparfaite, et c'est la catastrophe, sinon la catastrophe, du moins la société est bancale, elle ne marchera jamais comme il faut, comme elle doit être, de cette façon-là, et on en a un exemple aujourd'hui, vous voyez, alors on est vraiment dans l'application de cette fausse doctrine que la politique est centrale et que la religion est secondaire et à côté, c'est complètement faux. Bon, je répète, il ne faut pas non plus mélanger politique et religion. Chacun a son domaine, mais ils doivent marcher en étroite collaboration, connexion l'un avec l'autre. Je parle de la vraie religion. Il ne s'agit pas non plus d'intégrer toutes les religions dans la politique, parce que là, ça va être... Bon, on en reparlera. Donc, pour ce qui est des élections, il faut faire tout ce qu'on peut pour que passent les meilleurs représentants existants, et non utopiques. Et une fois un pouvoir en place, il faut lui obéir dans la mesure où il remplit bien son rôle, c'est-à-dire s'il dirige bien la nation vers le but commun. Vous voyez ? Le but commun, on a vu ce que c'était, on n'en reparle pas. Que faire si le pouvoir en place se révèle catastrophique pour la nation et si de plus il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de moyens légaux de le remplacer, comme dans la dictature, comme ça arrive dans certains pays? A-t-on le droit d'employer la force?
C'est possible, mais il y a 3 conditions à remplir. Être assuré, premièrement, être assuré avec une assez grande certitude que la situation, Pardon. Excusez-moi de ce petit intermède. Voilà. Donc, premièrement, condition pour la possibilité d'une révolution. Il faut être assuré avec une assez grande certitude que la situation qui va résulter du renversement de la dictature sera meilleure que celle d'avant. C'est ce dont Jean-Paul II avait averti les États-Unis au moment où ceux-ci préparaient la guerre en Irak. Deuxièmement, il faut l'unanimité en faveur de ce renversement violent. Sinon, on risque d'avoir ensuite 2 camps opposés dont l'opposition pourrait être plus dommageable que la dictature. Bon, c'est peut-être ce qui est arrivé dans les pays musulmans. Il y en a même plus que 2, des fois il y en a eu plusieurs. Et on essuie on ramasse les morceaux en ce moment. Troisièmement, la certitude de réussir doit être totale. Pardon, j'ai avancé, j'étais un peu trop vite là. Donc vous ne regardez pas la prochaine chose en rose là. Ce sera pour après. Troisièmement, donc la certitude de réussir doit être totale, sinon il y aura immanquablement répression et beaucoup de souffrance. Ah bah oui, si la dictature était déjà dictature avant, quand on a commencé à l'égratigner, comme un lion, il va se défendre. Mais avant d'envisager de telles mesures, il faut bien voir si la situation en vaut la peine. Et donc là, on met la dernière phrase à ceci quand il n'y a plus d'autre solution. Voir si la situation en vaut la peine et s'il ne vaudrait pas mieux chercher à arranger les choses de façon légale, par exemple, si l'autorité a bloqué toute possibilité d'échéance légale et de réélection, voir si on ne peut pas rétablir peu à peu une démocratie. Vous voyez, pour éviter la violence dans la mesure du possible. Un employé qu'en cas de dernier recours, que ça fait du mal à tout le monde. De toute façon, même si le but de la révolution est atteint, ça fait quand même beaucoup de dégâts, comme toute guerre, de toute façon. Autre question, que faire quand on pense avoir une idée bien meilleure que celle de l'autorité au sujet d'un problème politique? Il faut se dire d'abord qu'on est souvent très mal placé pour juger l'ensemble de la nation dans notre situation particulière. C'est l'avantage de l'autorité d'avoir une place d'où elle peut tout observer. Et c'est des choses que nous ne savons pas souvent. Du fait de cette place, elle est beaucoup plus à même de juger de toute la situation que n'importe quel subordonné qui n'en voit qu'une partie et de l'extérieur souvent. On voit son intérêt souvent en premier, et un petit peu les intérêts de proches, mais pas facile de juger de ces situations, c'est même très difficile. Ce qu'il faut faire alors, c'est faire connaître son idée à l'autorité avant qu'elle prenne sa décision, de manière à ce qu'elle l'intègre dans sa réflexion pour corriger sa décision si besoin, car si l'autorité a la meilleure place pour juger l'ensemble, elle n'a cependant pas toujours toutes les données nécessaires pour prendre une bonne décision, et il faut parfois l'aider. Il vaut mieux faire cela avant la décision, mais on peut le faire aussi après, si on pense que le manque de notre donnée peut engendrer de graves problèmes. Si les subordonnés doivent obéir à l'autorité en place, il ne s'agit pas qu'ils obéissent sans discuter ni réfléchir. Il est du devoir de chacun de dire ce qu'il a à dire et du devoir de l'autorité d'écouter toute personne qui a quelque chose à dire
dans la mesure où c'est constructif, hein, bien sûr. Hein. Il ne suffit pas de dire non, je suis pas d'accord, automatiquement, même. Hein, c'est un peu la caractéristique du français, ça. Hein, je suis pas d'accord, avant même que l'autre ait parlé. Bon, c'est un peu une caricature, mais il y a du vrai quand même. Hein. Il faut autant de courage aux subordonnés pour aller trouver l'autorité qu'à l'autorité pour écouter le subordonné. Une fois l'idée exposée, si l'autorité maintient son ordre, il faut obéir, dans la mesure où ce n'est pas contre la foi ni les mœurs. Donc la qualité principale de l'autorité est de prendre des décisions et d'en assumer la responsabilité. Et une bonne disposition pour cela est d'avoir de la volonté, une force de caractère, car instruire les intelligences et éduquer les volontés à la vertu demande beaucoup d'énergie, comme on l'a vu, et en même temps beaucoup de sang-froid pour rester calme malgré les difficultés qui ne peuvent manquer d'être nombreuses. C'est l'éducation, hein, c'est comme l'éducation d'un enfant. Et on manque beaucoup de courage aussi à ce sujet, on en reparlera. On laisse un peu trop faire. En politique, plus on est élevé, plus on est exposé et plus on a d'efforts à faire pour élever les autres. On tiendra donc compte de ces qualités dans le choix de l'autorité. Si personne ne semble faire l'affaire, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne des personnes dotées de ces qualités. Ben, je prends ça pour moi aussi, ça me rappelle que c'est vrai, je prie pour beaucoup pour la politique et les politiques, mais peut-être pas assez pour que le Seigneur nous donne de bons représentants. Voilà. Et comme on l'a vu, cela commence à l'éducation des enfants. C'est un travail de longue haleine dont on ne bénéficie pas toujours soi-même des fruits. Parfois on sème et d'autres récoltent, mais il faut semer pour que d'autres récoltent. Voyez. Bon, il faut sortir aussi de cet égoïsme aujourd'hui, moi d'abord et les autres après. Hein. Il faut penser, bon, on y pense, si, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a des manifestations qui le manifestent précisément, que vont devenir nos enfants dans un monde pareil qui est en train de devenir une poubelle monstrueuse. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos parents, on va dire nos enfants, hein, ils ont tout bouffé et ils nous laissent, les emballages. À nous de nettoyer et de reconstruire si c'est possible. La société ne s'étend pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, et même dans l'histoire, en sorte que ceux qui suivent ne bénéficient ou bien pâtissent du travail des précédents. Bon, un petit exemple de Louis XIV qui avait planté des forêts pour fabriquer les mâts des navires, des forêts de chêne, des beaux fûts bien droits. Il a planté ça, c'était pas pour lui. Hein. Il a pensé aux générations futures qui avaient besoin d'avoir des arbres pour faire des mâts, pour construire des navires. Après avoir vu ce qu'elle a, bon, je dis pas que Louis XIV est un modèle sous tous les rapports, mais je crois qu'il est trop, d'un autre côté, il est un peu trop critiqué. Il a favorisé quand même beaucoup de très bonnes choses pour notre civilisation, le grand siècle, on l'appelle. Hein. On a eu les plus grands auteurs littéraires. Hein. Racine, Boileau, Corneille, La Fontaine, etc., La Bruyère. Après avoir vu ce qu'est la véritable autorité, on peut voir les erreurs à ce sujet, ce qui nous éclairera davantage sur ce qu'est la véritable autorité. Dans nos généralités sur la vie en société, nous avons vu que ces erreurs se rangent en deux grandes catégories. Elles se rattachent d'un côté à l'individualisme et de l'autre au collectivisme. L'individualisme ne voit pas le bien commun, on l'a vu, hein, mais seulement des biens individuels. Et comme le bien commun est la cause finale de la société, qui est cause des causes, on le rappelle, c'est-à-dire qui met en mouvement les autres causes,
enfin qui est à l'origine du mouvement des autres causes, parce que c'est la cause efficiente qui met en mouvement, mais qui d'une certaine manière met en mouvement, parce que sans elle, rien ne se met en mouvement. Hein. Qui met en mouvement les autres causes dont la cause est efficiente. Et comme la cause efficiente dans la société, c'est l'autorité, vous voyez, je suis bien, l'individualisme, en supprimant le bien commun, qui est la cause finale, supprime tout simplement en même temps l'autorité, la cause efficiente. Vous voyez la logique. Hein, l'individualisme ne voit pas le bien commun, mais seulement des biens individuels. C'est évident, hein, moi d'abord et les autres après. Je répète, hein, et comme le bien commun est la cause finale de la société, qui met en branle les autres causes, et principalement, enfin, entre autres, enfin, qui va mettre en mouvement la cause efficiente étant l'autorité, l'individualisme supprimant le bien commun et par là, la cause efficiente et par là supprime l'autorité. Disons qu'il la supprime comme telle, comme on vient de l'exposer, mais il la conserve tout de même comme un service d'ordre. Il se rend compte qu'il y en a quand même besoin, sinon c'est la pagaille et les malfaiteurs vont prendre là-dessus. Hein, comme ils sont individualistes, ils tiennent à leur bien propre, ils voudraient qu'ils soient protégés. Donc, rationnellement parlant, ils rejettent l'autorité, et c'est ce qui se passe effectivement d'une certaine manière, mais ils tiennent à la conserver tout de même comme service d'ordre. Car s'ils la supprimaient complètement, ça serait l'anarchie, le désordre, et le bien particulier des individualistes serait menacé. Voyez. Et donc, dans un tel système, l'autorité n'a de fonction que de gendarme, voyez, de police, de service d'ordre, d'autorité pénale, de justice pour protéger les individus et les multiples biens particuliers. Vous voyez, c'est ce qu'on a, hein, vous avez une copie conforme de la société d'aujourd'hui. Hein. En somme, on va demander à l'autorité une tâche au-dessus de ses forces et de ses capacités, car les biens particuliers sont infinis. Et si elle peut s'occuper du bien commun, parce que celui-ci est ramené à l'unité, elle ne peut pas prendre en charge la multitude des biens de chacun, d'autant moins que ceux-ci sont diversifiés à l'infini, par défaut d'unité en plus qu'ils sont très divers par eux-mêmes. Avec l'individualisme, ils sont encore plus diversifiés, parce qu'ils n'ont pas de principe d'unité, principe d'ordre. On tombe alors dans le totalitarisme du fait que l'autorité doit s'occuper de tout. Et comme l'autorité est obligée de ramener à une certaine unité, ce sera un conflit continuel entre la tendance de l'autorité à ramener à une unité de fonctionnement et la tendance des individus vers leurs multiples biens individuels. Vous voyez, la bagarre continuelle, c'est ce qu'on a aujourd'hui, exactement. Hein. Bon, faut pas dire non plus que l'autorité fait tout très bien. Hein. Les gilets jaunes n'ont pas totalement tort. C'est d'après Jean Deja la dérive des sociétés depuis le XVIIIe siècle. Hein. Jean Deja a fait un très bon livre, La face interne de l'histoire, hein, que je vous recommande, je ne sais plus si je vous en ai parlé déjà. Il se trouve peut-être plus dans le commerce, vous pouvez le trouver en bibliothèque, l'emprunter ou le copier. Un livre très très intéressant qui nous montre ce que les autres ne montrent pas. Des points essentiels de l'histoire. Cette conception est alimentée en particulier par l'illusion que si l'homme était bon par lui-même, il n'aurait pas besoin d'autorité. L'autorité ne servirait d'après cette conception qu'à réprimer les mauvaises tendances. Vous voyez ? Bon, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas sa fonction principale. Hein. Même si tous les hommes étaient bons, il y aurait quand même besoin d'une cause d'unité pour organiser les diverses activités de la société vers un même but, on l'a vu. Hein. Tout simplement parce que chaque individu, même le meilleur, les meilleurs, chaque individu dans son domaine particulier n'a pas de vue de l'ensemble, et encore moins de pouvoir. Par exemple, même
Si toutes les pièces d'un moteur sont en parfait état, sans aucun défaut, ce n'est pas ce qui va mettre chacune à sa place et lui assigner sa fonction pour que le moteur fonctionne correctement. Vous voyez ? Alors la deuxième erreur à propos de l'autorité vient du collectivisme. On obtient à peu près le même résultat qu'avec l'individualisme, c'est-à-dire à une autorité, on aboutit à une autorité qui doit s'occuper de tout, sauf que dans l'individualisme, on y arrive comme conséquence, alors que là, le totalitarisme est visé en premier, mais le résultat est le même. Le collectivisme a bien vu l'unité de la société, mais comme il ignore le bien commun comme but de personne libre, pour lui, c'est l'autorité qui va devoir régler l'unité d'après ses idées. À elle, l'autorité. Non d'après le bien commun, qui se trouve au-dessus de tous, comme on l'a vu. Hein. Il vient pas de... Bon, il vient de l'intelligence d'une certaine manière, mais l'intelligence, pris au bon sens du mot, et pas avec des utopies comme le communisme, le marxisme. Ce ne sera pas un bien voulu librement par les individus, organisé selon la sagesse des dirigeants, mais une organisation physique, où chacun devra faire ce qu'il a à faire sans réfléchir, au risque, s'il lui prenait de réfléchir, de faire connaissance avec les goulags, ou autres contraintes de ce genre. Hein. Vous voyez, hein, suivez mon regard vers la Russie, vers la Chine. Hein. Tous les morts, c'était incroyable. Hein. Mao, il a fait mourir des milliers, des millions de personnes, hein, par la force, par la contrainte. Dans ce système, hormis le fait qu'il n'y a pas seulement des intellectuels, hein, des tas de... On nous a remontré ça il n'y a pas longtemps dans un documentaire, là. Dans ce système, hormis le fait qu'il n'y a plus de bien commun ni de liberté, si l'autorité doit s'occuper de tout, elle ne sera pas de faire son travail correctement, car ses moyens sont limités, comme tout ce qui est humain. L'autorité, normalement, doit se limiter à ses tâches propres de direction de l'ensemble et laisser les secteurs particuliers prendre leurs propres responsabilités, selon ses directives. Comme dit le proverbe, qui trop embrasse mal étreint. L'autorité sera d'autant plus forte qu'elle se limitera à ses tâches propres. En fait, le totalitarisme, voulant maximiser l'autorité, la détruit. Il détruit l'autorité comme telle, c'est-à-dire comme commandant à des êtres libres, à des hommes, comme à des hommes capables de responsabilité. Bon, bah, je suis en avance là, pardon. Je me suis trompé dans les vidéos. Donc ça, vous regardez pas. C'était la vidéo précédente et je peux pas la remettre parce que si je la remets, ça me fiche en l'air le minutage. Donc je répète, en fait, bon, vous regardez plus la vidéo. En fait, le totalitarisme, voulant maximiser l'autorité, la détruit. Il détruit l'autorité comme telle, c'est-à-dire comme commandant à des êtres libres, à des hommes, comme à des hommes capables de responsabilité. Vous voyez. C'est une administration mécanique, hein, physique, hein, comme on l'a vu. Donc là, voilà, prochaine diapo. L'autorité, tout l'art de l'autorité consiste à distribuer judicieusement les tâches selon les capacités des subordonnés, de manière à ce qu'ils les réalisent, les subordonnés, dans leur pleine liberté et responsabilité, après avoir été formés à cela par l'autorité. Voilà, vous voyez là, toute la tâche de l'autorité. Dans le beau sens du terme, ça paraît utopique, mais c'est là qu'il faut arriver si on veut au moins approcher, si on veut avoir une belle société où tout le monde est heureux.
De cette façon, l'autorité conserve sa place de juge et de directeur de l'ensemble, et chacun dans la hiérarchie, selon la place qui lui est assignée de son ensemble propre. Il peut arriver qu'un dirigeant descende, mette la main à la pâte, mais seulement pour une intervention ponctuelle, en cas de nécessité. Il doit la plupart du temps conserver sa place de dirigeant superviseur. Claude Polo cite une parole du maréchal de France Lyotet à ce sujet. « Ne rien faire, ne rien laisser faire, tout faire faire. » Ne rien faire, ne rien laisser faire, tout faire faire. La fonction, bon, dans le sens où on l'a dit, pas dans le sens de du totalitarisme. La fonction de l'autorité est la plus lourde. Elle demande une présence et un souci permanent. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas avant tout une situation honorifique et lucrative, c'est une fonction de service de tous sans exception, un service de distribution et de coordination des activités dans la grande sagesse de Dieu. On se rappelle l'appellation que le pape se donne, Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est une grande responsabilité, une lourde tâche, dans laquelle le dirigeant doit garder la tête lucide et donc prendre suffisamment de repos pour être frais et dispo, de manière à disposer de toutes ses facultés pour prendre les bonnes décisions au moment voulu. De là est né un principe très important qui fait partie aussi de la doctrine sociale de l'Église dont on a commencé à parler. C'est le principe de subsidiarité, qui vient du latin subsidium, qui veut dire soutien, secours, assistance. Ce principe stipule que les tâches ne doivent pas seulement être réparties en raison de la multitude, mais encore selon une certaine hiérarchie, en fonction des multiples secteurs d'activité d'une société. Autrement dit, il s'agit pour le dirigeant de répartir ses charges sur des subalternes qui eux-mêmes les répartiront sur d'autres subalternes sous eux, de manière à ce que non seulement les tâches, mais encore les responsabilités soient réparties en décroissant jusqu'aux simples exécutants, vous voyez, qui ont aussi leurs responsabilités. Vous voyez, il ne s'agit pas de commander et d'obéir mécaniquement, mais chacun prend à cœur ce qu'il a à faire et en juge avec son intelligence et prend des décisions avec sa volonté en pleine liberté dans la compréhension de ce qu'il y a à faire et puis dans l'acceptation de le faire après avoir été convaincu et persuadé par l'autorité du meilleur bien de la société. Selon ce principe en particulier, chacun est responsable de son niveau de secteur. Bon, je rappelle en particulier, on a parlé tout à l'heure de la coordination nécessaire entre la politique et les principes de religion. Il ne s'agit pas que dans le fonctionnement de la politique, il y a des principes de religion, que le fonctionnement soit religieux, vous voyez, de la politique. La politique a sa liberté, a son propre fonctionnement, mais la religion doit être en connexion dans le sens où c'est elle qui va donner le but ultime, mais aussi certaines valeurs pour la réalisation de l'atteinte de ce but par tous les membres de la société, selon l'organisation qu'on est en train d'exposer. Vous voyez ? Et dont cette notion de responsabilité, là, où chacun va prendre à cœur, dans une belle honnêteté, le bien commun dans la place où chacun est.
c'est beau, hein, ça paraît utopique, mais c'est ça, c'est là qu'il faut sinon arriver, c'est là qu'il faut sinon arriver, du moins vers quoi il faut tendre. Vous comprenez pourquoi? Bon, on peut prendre l'exemple simple d'une famille, hein, le père qui va commander à ses enfants de façon autoritaire, les enfants vont obéir parce qu'il faut obéir, sinon ils vont prendre une raclée. Il vaut mieux responsabiliser les enfants, leur faire comprendre, etc., et qu'ils vont eux-mêmes prendre leurs responsabilités pour faire ce qu'il y a à faire, parce qu'ils ont compris que c'est ça qu'il faut faire pour que tout le monde soit heureux, y compris chacun. Selon ce principe en particulier, chacun est responsable de son niveau de secteur. C'est beaucoup plus intéressant hein, de travailler comme responsable plutôt que de vivre bêtement comme un rouage. Selon ce principe en particulier, chacun est responsable de son niveau de secteur, c'est-à-dire chaque responsable de secteur prend lui-même les décisions à son niveau, non son supérieur. Vous voyez ? Chacun doit être responsabilisé en tant qu'être libre. Le supérieur lui donne les grandes lignes de sa décision et le subalterne les met librement en application selon ses compétences propres, dans son domaine propre. Autrement dit, ce qu'on disait, bon, un exemple tout simple, je reprends encore la menuiserie, vous avez le chef d'entreprise qui va demander à Paul de faire un meuble de cuisine par exemple, il va y donner le plan, les grandes lignes, et puis après c'est Paul dans sa compétence qui va réaliser le meuble. Et c'est pas le chef d'entreprise qui va lui dire à chaque étape ce qu'il a à faire. Le menuisier est responsable devant le chef d'entreprise du travail qu'il lui a commandé, il va le réaliser selon ses compétences. Autrement dit, ce qu'on disait, chacun est responsable de son secteur. De cette façon, les décisions sont prises le plus près possible des personnes concernées. Ça, c'est l'avantage, vous voyez. Le plus bas possible. Et en même temps, les responsables supérieurs sont déchargés des détails, ce que veut dire principe de subsidiarité. Vous voyez, les deux côtés de cela, c'est que les affaires sont traitées le plus près des gens concernés. Vous voyez, on prend l'exemple, par exemple, de cette immense sécurité sociale, c'est bien, on bénéficie de grands avantages, mais le problème, c'est qu'il y a des lois qui sont données pour l'universel, qui pourraient être plus précisées selon les besoins et les applications. C'est fait aussi, mais c'est peut-être pas assez particularisé. Bon, ça se fait, je pense, mais ça pourrait peut-être être mieux fait. Donc, d'un côté, les choses sont traitées le plus près possible des gens concernés, pas du haut d'une autorité très loin, à travers toute une quantité d'intermédiaires. Et d'un autre côté, les supérieurs sont déchargés des détails, ce qui leur permet de traiter les choses de façon plus universelle, ce qui convient à leur tâche première qui est de tout mener, de tout coordonner dans l'unité. Vous voyez ? C'est sioux, hein. Ainsi, à tous les échelons, tout le monde est heureux de mettre librement ses capacités à l'œuvre pour remplir les tâches qui lui sont imposées par l'autorité supérieure. Vous voyez ? Seuls sont renvoyés à plus haut les décisions que l'on n'est pas capable de prendre à son niveau propre. Vous voyez ? C'est beau, hein ? Et on est heureux de vivre, plutôt que d'aller au boulot à contre-cœur, et puis vivement samedi, vivement vendredi, que je retrouve ma famille, ma maison. La société peut devenir une grande maison, une grande famille, hein, où chacun prend à cœur le bien de la société comme ce qui n'exclut pas le bien de la famille, qui est inclus dans cette société. Mais ça, au contraire, ça étend. Ou bien, bon, pour ce qui reste de la famille aujourd'hui, parce que là aussi, de ce côté-là, on a beaucoup souffert. Mais la famille, prise dans le bon sens du terme, on va en parler, il y a un cours sur la famille. Ce qu'on vit dans la famille de beau, ce qui est personnel, on peut le vivre aussi dans la société si tout le monde prend à cœur la société comme une grande famille. Et c'est là que
le chef de la nation peut devenir le père de la nation, d'une certaine manière. Et tout le monde serait beaucoup plus heureux, vous voyez, plutôt que de vivre comme des étrangers dans une société avec laquelle on n'est pas d'accord, et puis d'attendre avec impatience de se retrouver chez soi pour être enfin heureux dans sa famille. Il y a des gens déjà qui sont heureux dans leur travail, hein. Ça existe, mais toujours de façon plus ou moins restreinte. On devrait pouvoir arriver à vivre ça de façon universelle dans la nation entière. Vous voyez le rêve un peu, hein. Tout le monde serait ami, comme on le disait tout à l'heure. On fermerait plus les maisons, les voitures. Bon, on peut rêver, mais c'est pas impossible. Vous voyez, c'est pas une utopie. Une utopie, c'est une belle idée, mais qui est pratiquement irréalisable. C'est réalisable, mais bon, il faut travailler. Il y a beaucoup du pain sur la planche, comme dirait quelqu'un. On voit combien la doctrine communiste qui voudrait que tout soit géré par le peuple travailleur est absurde. À l'inverse, dans le totalitarisme, mène en définitive le communisme, comme on l'a vu, l'autorité supérieure veut se charger de tout et prendre toutes les décisions. Comme c'est impossible, elle instaure un système de règlement destiné à remplacer les décisions qu'elle n'est pas capable de prendre, et l'on arrive ainsi à une dégénérescence administrative, à une bureaucratie dictatoriale. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, je regarde le livre, article 10, paragraphe 32, vous faites ça, ça, puis ça, paf, voilà, monsieur, au revoir, terminé, sans considération des personnes. Bon, vous voyez, ça n'a plus rien d'humain, hein. Une bureaucratie dictatoriale où l'on vous renvoie quand vous avez besoin d'un service de bureau en bureau pour vous annoncer au bout de vos démarches qu'il n'y a pas de règlement approprié à votre cas et que personne ne peut ou ne veut prendre de décision à ce sujet. Et pour moi, c'est l'autre. On doit cela, dit Claude Polo, à Saint-Simon, selon lequel il faut remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Ceux qui détiennent l'autorité doivent être capables de prendre les décisions et être responsables de leurs décisions dans leur secteur. En allant en même temps un bon principe de choix des responsables, qu'un renouvellera ou promouvra un responsable selon qu'il aura bien rempli cette tâche de décision, et on ne donnera pas de responsabilités supplémentaires à ceux qui ne savent pas les prendre. Sinon, on arrive à une multiplicité de règlements censés régler la plupart des cas et qui paralysent en fait la vitalité d'un pays, qui ne deviendra plus qu'une immense administration comme c'était le cas en URSS. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de règlement non plus, hein. Il ne faut pas non plus avoir à prendre une décision à propos de tout et n'importe quoi. Il y a des choses où on peut généraliser et établir des sortes de lois, de règles, hein, pour faciliter la vie aussi, hein. On fait ça nous-mêmes, chacun personnellement. On s'établit certaines, dans tel cas, au lieu de réfléchir à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire, des cas généraux qui sont assez simples à résoudre, on prend l'habitude, c'est là que naît l'habitude, de faire comme ceci ou comme cela. Ça évite de réfléchir toute la journée à ce qu'on va faire. Hein, tout ne doit pas pendre à la décision de responsable sans aucune règle. Encore, il faut trouver la juste mesure entre excès et défaut, d'une part des règlements et d'autre part du pouvoir de décision. Voilà, il s'agit que chacun prenne ses responsabilités. Hein, c'est fondamental ça, regardez bien. Il s'agit, si on peut le résumer, hein, de tout ce qu'on vient de voir, il s'agit que chacun prenne ses responsabilités en se soumettant à l'autorité supérieure, tout en ce que tous se soumettent à la loi morale, les supérieurs comme les inférieurs,
loi morale qui a sa racine dans la nature humaine, laquelle vient de Dieu. Vous voyez, là, vous avez la relation entre la société politique et la religion. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'obéissance dans la vie sociale qui est en définitive obéissance à Dieu, en ce que l'on se soumet en chacun de nos supérieurs aux impératifs de la nature humaine créée par Dieu, dans la mesure où eux-mêmes la suivent. Hein? On obéit aux supérieurs dans la mesure où eux suivent ces impératifs de la nature. Alors vous voyez aussi ces images fausses qu'on a données de Dieu, comme quoi c'était un chef d'administration aussi, hein, qui avait établi des règlements, et puis qui observe, qui regarde si on observe bien les règlements, pour nous donner un coup si on l'observe pas, et puis un bon chocolat si on l'observe. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu nous a créés avec la liberté, et il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que quand on se sert bien de cette liberté, quand on s'en sert et quand on s'en sert bien, parce que si on s'en sert mal, on s'en sert pas. C'est un don extraordinaire, la liberté, et Dieu se réjouit. Dieu est infiniment bon, on l'a vu, hein. Il n'a vu que notre bonheur. C'est pas un gendarme, c'est un père qui a voulu faire participer des êtres dont nous-mêmes à son bonheur à lui, éternel, et il nous a donné ce qu'il faut pour ça. Après ça, à nous de retrouver comment on est fait et ce pourquoi on est fait. Vous voyez, c'est la nature qui vient de Dieu, et c'est en ce sens qu'il faut suivre, il faut obéir à Dieu, pas dans le sens où il faut obéir bêtement à un administrateur là-haut qui imposerait ses volontés de façon arbitraire, mais dans le sens où Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux. Ce qu'il prouve, c'est qu'on est constamment en train de chercher à être heureux, donc ça c'est dans notre nature, donc ça vient de Dieu. Et obéir à Dieu, c'est tout simplement recevoir de lui des indications sur la manière de devenir heureux en atteignant notre but par les meilleurs moyens. Voilà, ce cours sur l'autorité est terminé. Travaillez bien, et puis rendez-vous au prochain cours, huitième cours sur, je ne me rappelle plus, la famille, enfin on verra ça le prochain coup. Voilà, bon courage, à bientôt, priez bien aussi. Bon, j'avais en conférence, je faisais une prière avec les assistants, là je la fais plus parce que je la fais moi-même, à part, et vous pouvez la faire aussi, parce que c'est moins direct qu'avec une assistance, hein, donc c'est interposé par Internet. Mais n'hésitez pas à prier avant et après, même pendant. Et bon courage, travaillez bien et en route pour la suite. On va arriver bientôt à 8e, on arrive à la moitié de tous ces cours. Hein. Il y a à peu près 15-16 cours par année, et on est au 8e, la moitié de la 2e année. Voilà, bon courage, à bientôt, travaillez bien, priez bien.